Aujourd'hui, les entreprises du médicament apprennent à mieux écouter la voix et la parole des patients. Et des initiatives aussi, comme Moi Patient, permettent de mieux recueillir aussi cette parole et ces données. Ensemble, ils vont réinventer les bases du dialogue. Et c'est pour vous parler de ces enjeux que j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Magali Léo, responsable de Moi Patient, et Laura Naissance, présidente du comité patient du LEM et Head of Advocacy chez Bayer. Merci beaucoup, bonjour à tous. Magali, je suis ravie de faire cette keynote avec vous ce matin, en effet pour parler de la voix des patients. Avant toute chose, quand on parle de voix des patients, il faut comprendre que c'est vraiment les données patients, en fait, les informations, les témoignages, tout ce qui est le vécu des patients. Et pouvoir collecter cette information est indispensable. Et aujourd'hui, elle est sollicitée de plus en plus. C'est vrai que d'un point de vue individuel. Aujourd'hui, les patients ont la possibilité de partager leur vécu par rapport à leur maladie, que ce soit des questionnaires sur la douleur. À l'échelle d'un établissement, on voit bien qu'aussi, il y a la possibilité de répondre à des questionnaires, ce qu'on appelle les PRUMS, sur justement les soins qui sont prodigués aux patients. Et à une échelle encore plus haute, au niveau national, on sait très bien que ces données, ces témoignages de patients sont aussi recueillis par les autorités, notamment pour définir et orienter leur stratégie de santé publique. Ces données, en tout cas pour les industriels, sont très très importantes. C'est vrai que dans notre quotidien, en fait, alors ma fonction, elle est dévouée aux associations de patients et aux patients, mais c'est vrai que les marketeurs, on en parlait en introduction, le réglementaire, le juridique sont un petit peu plus loin du vécu du patient. Et il est important que toutes ces fonctions, en fait, aussi se saisissent de l'importance de ce que ça veut dire concrètement leur travail et l'impact que ça a sur les patients. Au sein du comité patient du LEM, nous sommes vraiment intéressés à ces données pour vraiment saisir aussi de quoi on parle. Et il y a quelques années, on a organisé un webinaire pour définir et comprendre ce qu'on entendait par données patients. Les PRUMS, des acronymes un petit peu... un jargon qu'on a du mal à comprendre, et aussi les données non structurées. Les données non structurées, c'est tous les témoignages que l'on peut retrouver sur la toile, de façon non hiérarchisée ou protocolaire, comme on l'a dans nos laboratoires. Si on s'intéresse un petit peu plus aux PROMS, donc c'est Patient Reported Outcomes Measurement, c'est un terme anglais qui en fait définit des questionnaires qui sont élaborés de façon très très structurée, c'est-à-dire que c'est officiel, c'est publié, c'est accepté et très souvent, quasiment pour chaque essai clinique, on retrouve ces questionnaires qui sont proposés aux patients. Ils ont un avantage, c'est qu'en effet, ça fait le job, en quelque sorte, et c'est important. Mais ils ont aussi pas mal d'enjeux, c'est que très souvent, ils ne sont pas suffisamment spécifiques par rapport à des pathologies, notamment par rapport à des indications, puisqu'aujourd'hui, on sait que on parlait juste avant de la maladie rénale chronique. Il n'y en a pas qu'une seule, il y a des sous-catégories, donc les questionnaires ne sont pas toujours adaptés. Ils y deviennent anciens pour certains et par conséquent, ils deviennent de plus en plus complexes à refléter vraiment ce que vivent les patients. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui, nous en tant qu'industriels, de construire aussi des enquêtes, des façons de collecter ces données pour que ça soit au plus juste du vécu du patient. Et on a besoin de développer ces questionnaires. On parlait tout à l'heure aussi de board, tous les exemples qu'on a eus en introduction, des actions que l'on mène. Et il me semble, Magali, que Moi Patient, justement, propose de collecter ces informations auprès des patients. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus ? Merci Laura, bonjour à toutes et tous. Donc ravie d'être là pour vous parler en effet de l'expérience des patients. Laura, on va se tutoyer, on ne va pas faire semblant de se voyer aujourd'hui.
Oui, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant au sujet des proms, alors en effet, les proms, vous savez ce que c'est maintenant, ce sont des choses qui sont maintenant bien documentées sur les outcomes cliniques. Donc les proms sont des indicateurs qui sont renseignés par les patients eux-mêmes sur l'impact clinique des soins, des actes médicaux. Chez Moi Patient, on travaille essentiellement sur des proms, c'est-à-dire des données issues de l'expérience des patients. Et effectivement, les laboratoires sont nombreux à s'impliquer dans des démarches d'analyse en fait, de la qualité de vie à partir de données issues de l'expérience des patients, mais aussi, on vous le demande. Il y a une obligation aujourd'hui. La HAS demande la production d'études de qualité de vie, c'est une obligation. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de flou encore méthodologique parce que la HAS a besoin de ces données, enfin prétend avoir besoin de ces données, en tout cas est extrêmement incitative sur la production de ces données et en réalité les utilise assez peu dans ses évaluations. Mais on voit qu'il y a une marche, il y a un mouvement qui est favorable à cela. Et ce mouvement, il est important parce qu'il s'inscrit également dans un contexte de crise. Vous voyez bien qu'on est aujourd'hui en train de discuter du PLFSS, c'est gravissime. On est dans un système qui est, enfin, dans un contexte qui est vertigineux pour nous tous collectivement. Et pour les associations de patients, mais aussi pour les industriels et sans doute également pour l'assurance maladie, l'un des leviers, la conviction profonde, c'est que le seul levier, le vrai, le durable, le plus structuré pour faire des économies aujourd'hui, c'est de soigner mieux, en fait. C'est le levier de la qualité des soins. Et c'est comme ça qu'on fera des économies. Et on fera des économies en soignant mieux, en soignant plus juste, en soignant plus pertinent et en étant plus à l'écoute de ce qu'attendent et ce dont ont besoin les patients. Et donc ce levier-là de la qualité, nous, on a envie de le soutenir avec Moi Patient. Beaucoup d'associations de patients en sont convaincus, le font à leur niveau. Et nous, ce qu'on fait chez Moi Patient, c'est qu'on apporte de l'accompagnement méthodologique et scientifique pour que ce recueil de données, il puisse non pas être développé pour la beauté du geste, parce qu'intellectuellement, c'est intéressant de savoir ce que vivent les patients, le fardeau de la maladie, les discriminations. Anna en a parlé tout à l'heure beaucoup, le sujet des stigmatisations, des inégalités. Voilà, ça revient beaucoup dans les études. Donc, c'est très intéressant intellectuellement de faire ce travail-là. Mais concrètement, ces données-là, à quoi doivent-elles servir? Vers quoi doivent-elles nous amener? Quel genre de politique ces données doivent-elles guider? Donc, l'objectif, en fait, de Moi Patient, c'est d'accompagner ces projets de recherche, de les valoriser. On a maintenant une responsable scientifique au sein de Moi Patient, qui est Daniela Rojas-Castro, et qui accompagne tout le développement jusqu'à la valorisation scientifique, c'est-à-dire la publication. Parce que pour être audible, pour être crédible, il faut publier, il faut aller dans les congrès, il faut avoir des posters, il ne suffit pas juste de collecter des témoignages et des expériences individuelles, ça ne suffit plus. Donc il faut parler data. On ne parle pas seulement témoignage. Les assos prennent le pas depuis plusieurs années, se professionnalisent, et quand elles ont besoin, Moi Patient est là, pas que, il y a d'autres, on a des concurrents, mais qui peut accompagner cette production-là. Donc moi, je suis convaincue que c'est comme ça. Alors c'est lent, c'est poussif, parce qu'il faut aussi que ces études soient financées. Or, voilà, c'est pas si simple. Nous, on a des projets chez Moi Patient qu'on n'arrive pas encore à faire financer. Donc voilà, c'est un vrai travail, il faut convaincre, mais pour moi, la recherche, c'est un espace de rencontre également. Il y en a d'autres, ce n'est pas un espace exclusif de rencontre, mais pour moi, c'est un espace de rencontre entre les intérêts des patients et les intérêts des industriels. C'est un espace de conciliation où on peut arriver à allier les intérêts des associations de patients et des industriels. Le terrain de la recherche est exceptionnel pour ça, et il est extrêmement fertile. Après, voilà, on a tous des contraintes et effectivement, les projets doivent aussi servir des intérêts. Donc, c'est en cela qu'on doit se connecter. Mais moi, j'y crois beaucoup. On dialogue beaucoup avec les industriels. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure dans mode conclusion. Mais en tout cas, moi, j'ai la conviction que les industriels et les associations de patients sont des acteurs clés de notre système de santé. Sont les acteurs clés du système de santé. Il y en a d'autres, mais et je pense que le rôle social des unes, les assos, complète le rôle économique des autres.
Donc je pense que cette alliance, elle est possible. Le thème de la journée est intéressant, amour impossible ou amour possible. En fait, c'est pas une question d'amour. Enfin, on n'est pas obligé de s'aimer. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on collabore dans l'objectif. L'objectif commun qu'on a, c'est d'améliorer les conditions de vie des patients. Voilà, c'est pas de l'amour, c'est ça notre objectif. Alors, les industriels ont d'autres objectifs de rentabilité, de versement de dividendes à des actionnaires, de machin, voilà. Mais en tout cas, on a cet objectif commun qui est d'améliorer la condition de vie des patients, et c'est là-dessus qu'on doit travailler, et la recherche peut y aider. Je te rejoins à 100%, Magali, merci beaucoup. Cependant, et tu l'évoquais tout à l'heure, la HAS, il y a des enjeux quand même par rapport à ces données. Tu le disais, alors, j'aime bien regarder le verre à moitié plein. Voilà, ça fait une dizaine d'années que la HAS sollicite les associations de patients pour recueillir la voix des patients. Le côté un petit peu, le paradoxe, j'ai envie de dire, c'est qu'elle prend très peu en considération ces données dans son évaluation, dans ses jugements. Tu parlais justement de tout l'aspect scientifique et rigoureux que tu mettais chez Moi Patient pour capturer ces données. Et malgré cela, aujourd'hui, la HAS ne reconnaît pas ces données patients parce qu'elle estime que ce n'est pas suffisamment strict de son point de vue. Une fois de plus, au comité patient, on s'est posé... Là, je parlais de la HAS, mais on voit bien que depuis janvier, on a cette réforme de l'évaluation européenne où on a tous découvert ça depuis janvier, ce processus, et on le découvre encore. On a organisé au comité patient, justement, au mois de mars, un webinaire sur ce sujet. Alors, une fois de plus, très intéressant, dans toutes les étapes du processus, les associations de patients ou les patients experts sont sollicités. La question, c'est, voilà, qui est ressortie de ce webinaire, c'est le délai. Est-ce qu'il y aura suffisamment le temps ? On l'entendait en préambule de cet événement. Voilà, les disponibilités, les ressources des associations de patients sont quand même limitées. Le frein de la langue, est-ce que ça restera en anglais, en français ? Est-ce que ça sera traduit ? Les ressources, je l'ai dit. Voilà, on voit bien qu'il y a certains freins. Donc, est-ce que c'est une fausse démocratie sanitaire de permettre justement cette implication des associations de patients ? Le terme est fort et je l'assume. Mais voilà, il faut aussi donner les moyens à non seulement les associations, faute de risquer de vraiment décourager en fait les associations de patients. Au bout d'un moment, quand on voit tout l'effort qui est mis derrière, et tu parlais convergent, pas que des assos, les laboratoires aussi, on a bien vu le processus, et j'ai certains confrères qui sont ici qui savent la difficulté que l'on a à soutenir ces projets-là, qui sont très riches. Donc un découragement certain qui risque d'arriver. Et ce qui manque aussi, et le constat qu'on a eu, c'est le risque aussi, la difficulté de la compréhension de ces données. En fait, ces données sont très riches, on commence à les apprécier, on commence à les voir dans des congrès, tu parlais de posters, et c'est là où en fait le médical se rend compte de leur puissance, les professionnels de santé, et il y a encore tout un travail à faire pour que justement les professionnels de santé, qui sont les premiers à transmettre tous ces questionnaires, puissent comprendre vraiment l'impact de ces questionnaires. Et c'est vraiment un travail qui doit être conjoint, et là je rajouterais même les autorités doivent s'associer avec nous déjà partenaires pour vraiment faire un travail de fond si on veut tous avoir ces économies pour maintenir, et j'ai apprécié ce que tu as dit, en effet c'est en convergeant tous autour de la table qu'on arrivera à faire des économies et à continuer à offrir des soins de qualité aux patients. Magali, est-ce que tu aurais un mot de conclusion pour cette keynote ? Un mot de conclusion pour cette keynote, tu me prends au dépourvu, c'était pas dans le petit papier. Excuse-moi. Non, autre chose alors. Non, mais elle est bien la question. Un mot de conclusion pour. J'ai envie de dire, moi, je pense que ce sera pas un mot, ce sera une phrase tout entière, mais en tout cas, je pense que l'expérience des patients, ça représente un gisement de connaissances et de données qui est bien plus important que le SNDS lui-même, en réalité. Vous savez, la plus grande
base de données de santé en Europe et probablement au monde. Eh bien, moi, je pense que les données de santé, c'est bien plus important que ne l'est aujourd'hui le SNDS. Mais c'est aussi tout à fait complémentaire de ce que sont les données médico-administratives. Donc moi, je pense qu'on est au début d'une histoire, en fait. On est au début de quelque chose. La HS, elle est allante. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que les choses se mettent en place. Les méthodologies commencent à s'affiner. Il commence à y avoir aussi des standards méthodologiques qui sont proposés. Donc moi, je pense qu'on est au début. Et pour moi, l'histoire de notre système de santé, en France, mais pas seulement, c'est ça. C'est un système de santé qui va partir également de ce que vivent les patients. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 millions de personnes malades chroniques en France. À peu près autant d'aidants. Donc on ne peut pas faire comme si ces personnes n'avaient pas de difficultés particulières pour vivre avec la maladie, pour vivre avec les traitements. Il va falloir qu'en fait, on fasse société, tous, pour vivre avec la maladie. Et donc vivre avec la maladie, la nôtre, celle de nos proches, celle de nos enfants. Donc, et ça veut dire qu'il y a tout un système de santé qui devra se reparamétrer autour de cette vérité épidémiologique et démographique. Et donc, je pense que les acteurs tâtonnent un peu. Il y a encore un peu de flottement parce que la HAS, elle est dominée par le gold standard du double aveugle, essai randomisé, machin. Mais donc, elle est un peu perdue parce qu'en fait, ça rentre dans aucune case, cette histoire d'expérience patient. Mais elle va y venir et nous, on sera là. Moi patient, et surtout les associations sont les artisans de cette production. Donc je suis assez confiante. C'est dur, je ne cache pas les difficultés, c'est dur pour les assos, c'est dur pour moi patient, c'est dur pour tout le monde, enfin peut-être pas pour tous les labos, mais en tout cas voilà. Et donc je pense que, mais c'est justement parce que c'est adverse qu'il va falloir être créatif. Et les données patients peuvent impulser ce mouvement. Merci beaucoup Magali. Merci.